au contexte européen. Quand on parle de quelle militance aujourd'hui pour demain, on doit, à mon avis, questionner quels sont les mouvements qui sont à la fois suffisamment ancrés dans des expériences personnelles de l'oppression et suffisamment globaux aussi pour être véritablement porteurs d'un changement social. Sur ces processus, et je pense que mes camarades autour de la table diront la même chose, ce qu'on constate aujourd'hui dans nos activités militantes comme syndicales, c'est que les personnes arrivent peu ou plus à la lutte par des histoires de tradition familiale personnelle, par des questions de socialisation idéologique, mais plutôt autour de thèmes précis et ponctuels, spécifiques, qui les touchent à un moment T de leur histoire. Ça se traduit pas forcément par moins d'engagement, mais plutôt par des formes ponctuelles et morcelées de l'engagement, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir une construction sur le long terme. Dans les organisations syndicales, traditionnellement, les gens arrivent dans nos organisations par des expériences de conflits au travail. Le problème, c'est que souvent, on peine à capter la majorité d'entre eux, à les conserver après ces luttes, parce qu'on peine à donner une assise plus profonde, un horizon politique aux expériences qu'ils ont vécues, et ça crée une difficulté à s'inscrire sur la longue durée. Dans les milieux militants, et surtout chez les jeunes générations qui arrivent maintenant, l'engagement, il se fait plutôt par contre sur des sujets qui sont souvent déconnectés de l'expérience propre directe. C'est souvent des engagements sur la question de l'extrême droite, sur la question des restrictions de la migration, mais qui ne sont pas forcément des expériences de pression qui sont vécues par les personnes elles-mêmes. Et là aussi, on est donc confronté à la difficulté de créer un ancrage pérenne dans le temps à ces révoltes, j'ai envie de dire, dans la mesure où elles ne sont pas construites justement sur des expériences de domination propre. Le défi du coup, aujourd'hui, il me semble, c'est vraiment à la fois pouvoir construire sur des thèmes qui partent des expériences propres vécues et vécues suffisamment largement pour créer des mouvements sociaux, et des mouvements sociaux qui portent en eux le germe d'une contestation globale des rapports de pouvoir de la société capitaliste. Et un des thèmes qui remplit, à mon avis, le mieux ce double objectif, qui représente un réel potentiel de développement aujourd'hui, c'est le féminisme. Pourquoi ? Parce que si toutes les femmes ne subissent pas de la même manière l'oppression patriarcale, toutes les femmes, à des degrés divers, vivent à des moments de leur vie des expériences personnelles de sexisme, de sorte que le féminisme remplit justement cet objectif d'expérience vécue et vécue de manière récurrente tout au long de la vie. En même temps, dans l'ordre capitaliste, on constate que les femmes sont au centre des préoccupations, des fonctions de reproduction de la vie qui sont attaquées tous les jours par les volontés d'accumulation du profit. On pense par exemple aux politiques d'austérité, au démantèlement des assurances sociales, au contrôle des droits reproductifs aussi. Et donc à partir d'une prise de conscience première, on peut faire ce travail d'élargissement à d'autres formes de pression. C'est donc parce qu'il incarne ce mouvement à la fois de mélange d'expériences personnelles et de potentiel de politisation que le féminisme est aujourd'hui le mouvement social qui est en pleine expansion. Ça se voit au niveau transnational, ça se voit dans plusieurs pays, on l'a vu notamment avec des mouvements de masse en Argentine, dans l'État espagnol tout récemment, en Italie il y a 2 ans. Et du coup, en Suisse, qu'est-ce qu'il en est vous me direz. Donc moi, je parle de mon expérience syndicale parce que c'est là que je milite. Et de l'expérience syndicale, le moins qu'on puisse dire, c'est que les centrales syndicales ont largement loupé le coche de s'emparer de ce sujet féministe quand ils ont donné un blanc-seing l'année dernière à la votation donc, sur PB 2020 et donc à l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes. Par contre, il y a eu des sections syndicales, et vous le savez bien parce qu'elles étaient particulièrement présentes en Suisse romande, des sections syndicales qui ont mené ce référendum, cette opposition à l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes. Et ça, dans nos sections, ça a vraiment permis, pour une des premières fois peut-être, de remettre au cœur des discussions les femmes dans des structures qui sont largement dominées par les hommes, et surtout dans un syndicat du privé comme celui dans lequel je travaille. Alors évidemment, on ne peut pas dire que le référendum PV 2020 nous a amené des centaines de militantes et qu'on a déjà construit un large front féministe dans nos organisations, mais vraiment en mettant les femmes en avant dans la lutte, dans une lutte qui les concernait au premier chef. Ça a créé des émulations, des rapprochements aussi entre les femmes de différents syndicats. Ça a renforcé la contestation contre les options réformistes que prennent nos centrales habituellement, et ça permet aujourd'hui d'entrevoir un horizon plus combatif.
Un des résultats concrets, vous l'avez peut-être entendu, c'est qu'au dernier congrès des femmes de l'Union syndicale suisse, qui avait lieu au mois de janvier dernier, a été adoptée une résolution pour aller vers une nouvelle grève des femmes en 2019, pour la première fois depuis 1991. Ça paraît très peu comme ça, mais vraiment pour vous le dire et pour le vivre de l'intérieur, je pense qu'il y a 3 ans, c'est quelque chose qui aurait été absolument pas possible. Pour l'instant, c'est juste une résolution, il doit se traduire encore par quelque chose de concret, mais rien que de pouvoir poser le mot grève encore dans l'Union syndicale suisse, c'est pas forcément quelque chose de gagné. Et ça se traduit déjà maintenant, vous l'avez peut-être vu, le 2 juin prochain, il y a des assises qui sont organisées à Lausanne pour commencer à organiser ces grèves, donc ça se traduit aussi par des collectifs qui sont en train de s'organiser sur le terrain pour vraiment aller jusqu'au bout de ce mot d'ordre. Il n'y a rien qui est encore gagné dans la mesure où le congrès des femmes est un congrès non décisionnel, un congrès qui fait des propositions. Et du coup, c'est le congrès de l'Union syndicale suisse au mois de novembre prochain qui va devoir se positionner là-dessus. Mais je pense qu'on est vraiment dans un mouvement où il y a une opportunité, il y a quelque chose à saisir. Il ne faudra pas louper ce coche, et j'espère que cette fois, l'Union syndicale suisse ne loupera pas ce coche. Si on veut construire vraiment une nouvelle génération féministe, on doit pouvoir aller vers ce type d'action. Merci beaucoup. Aristide. Non, mais ça va aller, on m'entend comme ça? Non, non, ça va. Ah oui, mais si, c'est bon. Non, ça va. Ça va? Bien. Bien. Ça résonne. Oui, ça résonne. Non, mais c'est bon. Ok. Donc, je vais être moins concret, mais j'espère pas moins proche de la lutte que ce que vient de dire la camarade qui est à côté de moi et qui a dit des choses essentielles en termes de ce que nous appelions quand nous étions jeunes la composition technique et politique de classe et du bloc populaire, et donc évidemment le rôle décisif sans lequel aucune hypothèse révolutionnaire n'est pensable ni actualisable, qui est celui du mouvement des femmes, est acquis, et naturellement le fait de faire une grève générale des femmes, je veux dire, dans la suite d'une série d'expériences absolument décisives que nous avons eues dans un certain nombre d'autres pays, est une chose magnifique. Bien. On déduit de là le fait qu'il faut être extrêmement attentif à quel est le bloc social capable de résistance et d'alternative dans ce monde-ci, c'est-à-dire, et notamment quand on parle de la centralité politique du travail, toute la question de la transformation du prolétariat de type classique tel qu'il nous a été délégué jusqu'au cycle de lutte des années 70-77, la transformation du prolétariat classique en une chose qu'il faut appeler le salariat et qui elle-même est incomplète parce qu'il lui manque l'immense bloc social du travail qui est constitué par le travail extorqué aux femmes, non payé, et sur lequel il faut être capable d'opérer de véritables hypothèses politiques. Et je crois que hier, c'était Viviane Bonic qui parlait de Silvia Federici. Je crois qu'on peut inviter tout le monde à suivre de très près ce que Federici fait, parce que c'est sans doute un élément aujourd'hui décisif de la constitution d'un féminisme communiste. Une fois ceci dit, 3 choses dans une première étape. Moi, je suis aujourd'hui dans beaucoup de doutes et beaucoup de questions. Mais il y a au moins une chose que je sais, c'est que je parle depuis les luttes. Je parle depuis cette intimité aux luttes, depuis ce faire, depuis les opérations qu'on monte, depuis la manière où les gens bougent et où nous bougeons avec eux, depuis la manière où nous questionnons le pouvoir et nous le contestons. Et à partir de là, je vais dire 3 choses en une première étape. Certes, le communisme est un mouvement réel qui abolit l'état de choses existantes. Ça a été dit et redit. Mais permettez-moi
d'y ajouter une petite notation, à la fois marxiste et bakouninienne. Le mouvement réel n'est rien s'il n'est pas habité par une tension qui le porte jusqu'au rêve de la transformation radicale de ce qui est. Donc, mouvement réel plus tension. Deuxième chose, c'est Badiou qui l'a dit devant les étudiants grecs en 2015. Ce qui construit notre position, c'est que c'est nous, de manière autonome, en délibératif, en assemblée, en fonctionnement communiste, c'est nous qui décidons de ce qui est possible et de ce qui est impossible. Et qu'en conséquence, à partir de là, nous nous fixons des objectifs et nous construisons des processus de travail politique et des stratégies. Ça, c'est particulièrement important parce que si vous voulez bien y réfléchir, vous verrez que l'immense majorité de ce qu'on appelle aujourd'hui encore la gauche, par une espèce de commodité assez insupportable, je veux dire, commence par accepter dans sa plénitude l'hégémonie du bloc dominant, mais aussi sa capacité de direction. C'est-à-dire parce que ce qu'on appelle la gauche, dans sa majorité, abdique cette possibilité de proclamer le possible et l'impossible. Or, nous ne pouvons pas faire du communisme politique si nous n'avons pas ça. La troisième chose, et c'est Badiou aussi qui le dit, alors ça me fait toujours rire, parce que Badiou a quand même été un peu stalinien, comme vous le savez, dans sa première époque. Mais il est arrivé à retomber extraordinairement sur ses pattes et à nous donner aujourd'hui, sans doute, les éléments d'hypothèse communiste la plus avancée. Et Badiou dit, nous devons procéder à distance de l'État. Et permettez-moi peut-être de dire deux mots là-dessus, puisque je crois Pierre Vanek soulignait avec raison que j'avais peu d'expérience parlementaire et je lui répondais que j'avais l'intention de n'en avoir aucune. Je m'adresse à Michel. Pardon, excuse-moi. Bon, donc je disais, à distance de l'État, cela veut dire que nous ne sommes pas dans une hypothèse communiste qui postule que nous allons participer d'un point de vue général, d'un intérêt général dans la société, et à partir de là, en construire une politique. Nous ne sommes pas d'une politique de gouvernement. Nous sommes unilatéralement d'une politique qui est la politique de la séparation, de la construction des objectifs communistes à partir desquels nous avançons et à partir desquels nous nourrissons chaque jour nos processus de travail politique. Qu'est-ce que c'est qu'un processus de travail politique? C'est ce qui fait bouger les gens dans leur place, dans leur conception, dans leur conscience du réel et du possible, pour dire comme Goldman il y a quelques années de ça. Donc, nous sommes, de ce point de vue-là, des gens qui sommes d'emblée en rupture. Et puis, si j'ai encore... J'ai une minute ou une minute. Donc, le sens du militantisme, c'est de faire que ce que le pouvoir nous prescrit n'advienne pas, soit contenu, déraille, voire même soit brisé. Et que cette capacité à résister au pouvoir, à faire bouger les lignes du possible, à dire non, mais également, je veux dire, non vers ce bon, vers l'utopie combattante, qui est en définitive le communisme, que ce non s'inscrive dans la capillarité de tous les jours des luttes que nous menons, depuis les plus modestes, celles de gagner un prud'homme, jusqu'aux plus importantes, celles que sont par exemple en train de jouer les camarades français aujourd'hui, ou les camarades espagnols, je veux dire, qui jouent une partie absolument décisive pour ce qui est, à la tête d'ailleurs d'elle, le mouvement féministe, c'est-à-dire faire
bouger les lignes du possible, ébranler le pouvoir, ouvrir par notre force un autre projet et ainsi nourrir sans cesse l'attention qui donne au mouvement réel du communisme sa vitalité profonde. Bakounine pour ceux qui le lisent encore. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Bonjour tout le monde. Jusqu'à il y a peu, c'était extrêmement périlleux en politique de se prétendre marxiste et anticapitaliste. Et je constate avec soulagement que ça redevient tendance et que je peux continuer à adopter cette position-là. Je voudrais aborder cette question du militantisme par 3 questions. Militer pour quel objectif? Pour aller vers quoi? Ensuite, avec quelle force militante? Et enfin, par quels moyens? Alors, aller vers quoi? Quel projet de société? Quelle vision du futur? Je continue à prétendre que c'est important de le voir d'un point de vue idéologique, alors que là aussi, en tout cas dans la politique institutionnelle, l'idéologie est un mot alors à rejeter absolument, puisque les partis se réclament en général du pragmatisme et sont devenus souvent la conduite de l'État est gestionnaire. Donc une idéologie, je mettrai en premier plan la justice sociale par la redistribution des richesses, une société de coopération plutôt que la guerre de chacun contre tous, l'émancipation, sortir de l'aliénation marchande, et évidemment comme écologiste, la nécessité de préserver la biosphère et par conséquent d'adopter une politique de décroissance. Avec quelle force de changement? C'est évidemment devenu difficile de compter sur la classe ouvrière. En tout cas celle que Marx avait prévue, cette force révolutionnaire autogénérée par le capitalisme. La classe ouvrière aujourd'hui est celle que Marx dénommait peut-être un peu avec un certain dédain le lumpenprolétariat, c'est-à-dire les migrants, les femmes, les exclus et les précaires. Mais cette masse de prolétaires est importante et nombreuse, mais c'est difficile d'y voir une force réellement révolutionnaire. En même temps, les forces qui pourraient militer pour un changement de société sont extrêmement nombreuses dans les mouvements sociaux. Il y a partout des chantiers alternatifs dans l'agriculture, dans l'auto-entreprise, dans les plateformes d'échange. Le film, demain, a généré toute une série de projets sur le terrain qui sont évidemment extrêmement intéressants. Il y a aussi de larges mouvements qui se mobilisent pour changer la vie, les indignés, Nuit debout, Podemos, et il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, la mobilisation des femmes. C'est extrêmement important, par exemple même avec la campagne MeToo qui engendre quand même une réflexion assez approfondie. Donc d'une certaine manière, ce monde est en ébullition, mais sans coordination. C'est un émiettement des forces de changement qui fait vraiment problème et qui s'accompagne d'une désaffection de la politique. Aristide parlait d'être à distance de l'État et de ne pas faire une politique de gouvernement, ok, mais je pense que le discrédit porté sur la politique institutionnelle et les politiciens et les partis, moi je le ressens très fortement, nous sommes extrêmement mal vus, donc ça pose quand même un problème parce que ces mouvements sociaux ne peuvent être actifs qu'avec une coordination, qu'avec une conjonction des luttes et un aller-retour entre le politique et le terrain. Par quels moyens
peut-on passer à une société telle que nous le souhaitons? Évidemment, il y a énormément. Moi, je milite pour plein de choses. Des éléments qui sont compatibles avec la société, avec le système libéral, l'économie de marché, comme l'économie circulaire, voilà, la relocalisation, tout ça. Mais en même temps, ce qui me paraît prioritaire, c'est d'essayer de trouver des coins à mettre dans la brèche du système économique pour essayer vraiment de le faire tomber. Et là, il faut des méthodes plus radicales. Je mets là de nouveau en tête la politique de décroissance et la sobriété volontaire, mais j'ai aussi beaucoup milité pour des idées qui font débat, par exemple le revenu de base inconditionnel, et maintenant peut-être l'initiative monnaie pleine. Aussi, je pense que ce sera intéressant de réfléchir à la démocratisation de la société, que j'opposerai d'ailleurs, ça c'est une question qu'on pourra débattre, à la société civile. La société civile est une menace pour la démocratie d'une certaine manière, donc, parce qu'elle annule les rapports de pouvoir, elle a tendance à aller vers le ni gauche ni droite, et on fait tous comme ça, dans notre coin, ce qu'on peut faire. Voilà, donc le problème qui reste, c'est que toutes ces expériences, tous ces projets, toutes ces constructions se heurtent à la capacité du capitalisme de récupérer tout ça. Je dirais, peut-être je terminerai là-dessus, la pire déception, mais vraiment personnelle même, que j'ai ressentie, c'est après avoir milité dans les années 80 pour l'autogestion et pour l'économie de partage, de voir maintenant ce projet récupéré par les plateformes numériques, Uber, etc. Et ça, c'est vraiment, on se dit, c'est vraiment difficile. Ces projets, souvent, sont des projets de niche qui se situent à côté du capitalisme. Et toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure ils parviendraient à réaliser un changement. Tu viens de dire que je dois m'arrêter? Non, je cherche l'eau, mais si tu peux t'arrêter, c'est bien. Oui, alors je m'arrêterai en disant ceci. Justement, le pari, c'est de savoir si tous ces projets arrivent à justement mettre le point dans la brèche et à l'élargir, ou si au contraire, on va vers une société à deux vitesses, les uns se mettant en marge et le capitalisme, lui, prospérant comme à son habitude. Je citerai cette phrase de Jean Bateau qui était dans je ne sais pas si c'était le Courrier ou le Temps de l'autre jour. Il est devenu plus facile de penser la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est un peu désespérant, mais j'espère qu'on retrouvera de l'espoir. Oui, merci, bonjour. Je voudrais commencer par aborder la bataille idéologique que la bourgeoisie a gagnée pour décrédibiliser Marx avec l'aide du mouvement communiste international dominant. Il faut que je m'explique. Les sociétés qui se nommaient socialistes ou communistes en étaient à des lieux, on était très éloignés, on était l'opposé. Dès 1917, Lénine n'a pas respecté deux visions fondamentales de Marx. D'une part, Marx était épris de liberté. Il estimait qu'une société socialiste devait être une avancée fondamentale du contrôle démocratique des êtres humains sur leur existence. Et surtout, deuxième chose que je trouve fondamentale, je cite Marx, le domaine de la liberté commence là où cesse le travail. La vision de Lénine a été de combattre les éléments de démocratie, je me réfère peut-être à Kronstadt, c'est assez clair, et de copier le capitalisme allemand, donc de ne rien changer au mode de production capitaliste imposé aux prolétaires. Et je pense que cet élément a ouvert la voie au stalinisme.
Je cite Lénine, « Notre devoir est de nous mettre à l'école du capitalisme d'État des Allemands, de nous appliquer de toutes nos forces à l'assimiler, de ne pas ménager les procédés dictatoriaux pour l'implanter en Russie. » Quand j'entends ça, je me trouve qu'on est très très loin du marxisme. Et de ce point de vue-là, je dis que de ne pas faire une analyse critique des éléments que j'ai cités laisse la porte ouverte au fameux Tina de Thatcher, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative, et qui est partie de la victoire idéologique de la bourgeoisie. Et j'avoue que je préfère vivre dans l'enfer capitaliste que dans le paradis staliniste. Le marxisme reste cependant la seule analyse qui permet de comprendre le fonctionnement de la société capitaliste, de comprendre ses contradictions, pourquoi les visions social-démocrates ou écologiques de parvenir à un capitalisme social ou écologique sont des illusions vouées à l'échec. L'incapacité de la pensée dominante bourgeoise est de comprendre l'économie. Il est clairement démontré que cette citation que je me plais à faire maintenant, je cite donc, « En effet, la situation économique actuelle est, de bien des manières, meilleure que ce que l'on a connu depuis des années. Notre prévision majeure reste en effet plutôt optimiste. » Qui a écrit ça? Jean-Philippe Cortis, l'économiste en chef de l'OCDE, en janvier 2007, c'est-à-dire 5 mois avant la crise la plus importante du capitalisme depuis plus de 100 ans. Alors finalement, il faudrait quand même répondre à la question « Quelle militance aujourd'hui pour demain ?» Je dis que l'analyse marxiste aboutit clairement à une nécessité pour sauver l'humanité d'un suicide économique et écologique et de changer le système social, d'instaurer l'écosocialisme. Mais la victoire idéologique de la bourgeoisie se traduit par ce constat qui m'a beaucoup travaillé ces temps, que cet objectif correspond au sommet de l'utopie. Cela implique que la gauche anticapitaliste, pour inverser le rapport de force dans le combat idéologique et donner la priorité à l'espoir d'une société écosocialiste, doit se réapproprier les bases du marxisme. Il me semble assez éloigné d'une partie des mouvements anticapitalistes aujourd'hui. J'ai vécu ce problème, on est désaccord, parce que j'ai été fortement critiqué pour avoir écrit un article qui critiquait le film Demain, parce que je l'avais critiqué pour son absence totale de critique du capitalisme. Ça me paraît fondamental au niveau de cette manière de domination idéologique. Il est clair que cette analyse ne limite pas la militance au seul discours théorique, et que c'est dans les pratiques de lutte collective qu'une majorité peut se libérer de la vision bourgeoise du monde, mais ces luttes collectives doivent être conçues en lien avec l'objectif du dépassement d'une société capitaliste et celui de rendre crédible l'analyse marxiste et l'espoir d'une société écosocialiste. Merci. Oui, je suis un peu emprunté après ces interventions brillantes des uns et des autres pour intervenir. Je n'ai pas beaucoup préparé, je n'ai pas préparé un texte tout fait. Et dans ce que chacun d'entre vous précédemment a dit, je trouve matière à une discussion, à toutes sortes de réponses. Moi, j'ai réfléchi autour de la question toute brute de quel militantisme, quelle militance aujourd'hui pour demain. Pour demain, après-demain et encore après. Je pense qu'un des éléments centraux, c'est de voir quel cadre on peut donner pour que les combats et le militantisme dépassent ces mobilisations ponctuelles qu'Audrey a évoquées dans sa première intervention, en disant aujourd'hui, dans les syndicats, on trouve un moment conflictuel, des gens qui se mobilisent, mais il n'y a pas de mobilisation, disons, de fond. Il y a un problème à ce niveau, et elle a tracé l'horizon de la grève des femmes et du mouvement féministe comme une des perspectives. Il y en a certainement une qu'il faut adopter. Mais globalement, je pense qu'en effet,
La question, c'est de construire je ne sais pas, je n'ai pas d'analyse, je n'ai pas de réponse toute faite, ça fait... mais il faut construire des cadres organisés, politiques, démocratiques, dans lesquels ces débats que nous esquissons de manière maladroite ici, en arrivant... enfin, maladroite non, c'est pas une critique par rapport à vos interventions, mais disons, c'est sommaire. Il faut des cadres pour débattre de ces questions, des cadres politiques, démocratiques, collectifs, qui mettent en avant l'action commune, l'expérience commune, pour, disons, rester et organiser des militants dans la durée. Moi, je vais sur mes 64 ans, j'ai été fiché par la police fédérale comme extrémiste à l'âge de 15 ou 16 ans. Et puis je me suis posé la question de cette durée et qu'est-ce qui fait que j'ai continué à me battre. D'abord, je pense qu'en effet, il y a un problème de bassin, de débat politique et idéologique du début des années 70, dans lequel j'ai mariné comme adolescent, et qu'il faut revivifier. Catherine évoquait le fait que le marxisme était tout d'un coup de nouveau possible comme cadre de débat. Au début des années 70, quand j'ai commencé à militer, il n'était pas... Disons, c'était l'air et l'oxygène que je respirais au collège et les débats politiques. Alors, contrairement à Michel, aux conclusions auxquelles il arrive aujourd'hui, qui sont anti-léninistes, moi j'ai été inspiré par Lénine quand j'avais 15 ans, l'État et la Révolution, d'un côté, et de ce que ça représente comme perspective, disons, alternative radicale, j'ai raison de le dire, par rapport à l'Union soviétique, des Brejnev et autres dirigeants de ce bloc-là, mais aussi par, disons, la perspective tracée par Quefer. Moi, j'ai été enthousiasmé par l'idée qu'on puisse constituer une organisation, un collectif de militants, de révolutionnaires professionnels. Je me suis considéré à partir de 15 ou 16 ans comme, disons... Ça fait 50 ans, oui, et maintenant je continue. Et maintenant non mais je pense... Et maintenant je continue, bien sûr. Mais pourquoi j'ai continué? J'ai nombre de copains et de camarades qui ont arrêté de militer. Donc la question c'est celle-là, c'est pourquoi j'ai commencé. Je pense que pour part, c'est la manière dont j'ai mis le doigt dans cet engrenage-là. Et d'un côté, il y a cette dimension-là, cette dimension d'une conviction forte. Et puis ensuite, l'autre élément, c'est les luttes et la puissance collective d'un certain nombre d'actions qu'on entreprend sur le plan et qu'on réussit. On réussit pas forcément en termes d'objectifs concrets, mais la mobilisation a d'avoir goûté une fois ou l'autre à la puissance de l'action collective et la mobilisation. C'est une drogue dont il devient difficile de se passer. Moi, j'ai un moment dans ma vie qui me donne des frissons encore aujourd'hui. J'ai commencé parce que j'adhérais à une vision probablement extrêmement réductrice et sommaire du marxisme, et comme on peut, il s'est un peu enrichi depuis, comme on peut le comprendre à 15, 16, 20, 22 ans. Puis j'ai été travailler dans une usine, j'ai travaillé 7 ou 8 ans, 8 ou 9 ans, dans une usine de la métallurgie genevoise. J'ai pris des responsabilités syndicales, j'ai organisé des ouvriers dans cette usine, qui était, disons, une usine, les conditions étaient dures. À l'époque, la semaine de travail conventionnelle dans la métallurgie était de 45 heures, et puis on faisait une heure de plus pour rattraper le pont de fin d'année, et puis la pause n'était pas payée, et puis on passait 50 heures de cette foutue usine. Et il n'y avait plus aucune organisation syndicale. Le Parti du Travail avait tenu Armand Magnin avait été responsable dans cette usine, il n'y avait plus personne. Et on a construit une organisation qui nous a permis de faire un ou deux débrayages, rien du tout à l'échelle de l'histoire du mouvement ouvrier, mais enfin dans la Suisse du début des années 70, quand tout d'un coup une usine s'arrête, c'était impressionnant. Moi je me rappelle encore le premier débrayage qu'on a fait dans cette usine. On avait dit on arrête à 9h, et puis
mesdames et messieurs, quand l'aiguille des horloges de l'usine, l'aiguille des minutes est passée sur 9, puis que j'ai entendu les machines s'arrêter, vous savez, le bruit qu'on n'entend pas, mais qui était l'air qu'on respirait comme ça. Tout d'un coup, parce qu'on ne savait pas si les gens allaient arrêter ou pas. Et quand ça s'arrête, comme ça. Et j'ai envie de pleurer aujourd'hui encore quand je me rappelle de ce moment-là. Donc, ça, c'est la réponse. Il faut trouver des formes d'engagement collectif où on démontre la puissance d'une action collective, parce que le militantisme, c'est juste pour se envoyer des messages sur Internet, et puis c'est d'être capable de mettre des gens en mouvement ensemble. Il y a un ou deux autres moments dans ma vie qui sont de ce type-là. Je me suis engagé dans le mouvement antinucléaire après. J'étais président de Contrato Majnev et la grosse bataille contre Crémalie-Ville. Un autre moment de ce type-là, c'est une grande manifestation antinucléaire où on a réussi à... Ils ont bousé les flics qui voulaient nous arrêter. On était en allé à la frontière française à Annemasse depuis Genève pour faire une jonction avec des militants antinucléaires français. Puis on conduit le cortège d'abord, on a réussi à bouser les flics parce qu'ils nous attendaient à un endroit où on n'était pas, et puis on était ailleurs. Et puis on a réussi à déplacer 5000 personnes ou 4000 personnes ailleurs que là où ils nous attendaient. Et puis on a pris la frontière de l'autoroute, il y avait des cordons de CRS. Et puis on les a repoussés de 200 mètres en territoire français. Évidemment, ils avaient des flingues, etc. Mais ils ne pouvaient pas nous tirer dessus, ils n'étaient pas équipés pour vraiment nous matraquer de manière convenable. Enfin, acceptable, démocratique. Et donc, on les a repoussés physiquement sur 200 mètres en France. Là aussi, c'est une démonstration d'un pouvoir collectif. C'est ça. Il faut donner, alors pour militer dans la durée, et je pense qu'il faut donner des occasions de vérification dans des luttes qui sont toutes celles que vous avez décrites, Catherine notamment, et Audrey, et Aristide et Michel, mais il faut donner des occasions pas forcément de gagner des grandes choses matérielles, mais de matérialiser le fait que ça sert à quelque chose, que tout ça n'est pas qu'illusion, et c'est bon. Chaud, ouais. c'est bon. J'ai aucune légitimité particulière à poser des questions, mais je vais la faire. Non, mais je pourrais dire qui a des questions, et puis arbitrairement, comme ça, j'en pose, mais c'est très... Au fond, bon, je fais 2-3 remarques. Beaucoup ont évoqué la question de la fragmentation des luttes, la difficulté de les défragmenter, la difficulté de maintenir les luttes dans le temps, la question de conserver une capacité de mobilisation et de militantisme dans le temps, et que c'est là une des grandes difficultés. Encore M. Vanek évoque cette construction des bases organisées d'action en commun, qui est au fond la difficulté, au fond d'ensemble à laquelle on se confronte aujourd'hui. Alors, Madame Métré, vous parlez d'enfoncer un coin dans le capitalisme. Moi, j'ai vraiment envie de vous demander, mais quelle est la condition de possibilité dans la condition de possibilité? C'est-à-dire, sur le principe, moi, je ne peux vous dire que oui, mais la question c'est comment est-ce qu'on fait? C'est en tout cas pas avec les luttes fragmentaires qui sont évoquées, qu'on va enfoncer le moindre coin, me semble-t-il. Le capitalisme a toujours su nous contourner. Si on attaque là, il revient par là, il revient là de l'autre côté, etc. Donc d'une part, il a des outils, enfin une puissance qui est absolument phénoménale. Donc, jusqu'à ce que des petits coins lui fassent sérieusement mal, ça me semble une difficulté. Alors, je profite que j'ai la parole, j'en abuse, pour relancer Aristide sur le à distance de l'État. Moi, j'aime bien cette idée du à distance de l'État, mais j'ai quand même envie de te poser la question, Aristide, est-ce que ça ne suppose pas d'avoir abattu l'État? Parce que aussi longtemps que l'État est là, on peut essayer d'agir un petit peu à distance de l'État, créer toutes des actions militantes qui peuvent avoir une certaine efficacité à une petite échelle, mais aussi longtemps qu'il est là, peut-être qu'il
il va faire un petit repli tactique de quelques semaines, quelques mois, voire un peu plus, et puis il va attendre que les énergies redescendent, et boum, il nous retombe sur le paletot, et il remet à compresse avec des grandes réformes, des grands machins, un peu style présidence Macron en ce moment. Donc le point de vue à distance de l'État, moi je l'entends bien, mais est-ce qu'il ne suppose pas d'avoir préalablement détruit l'État? Dans quel ordre, Aristide et Anne-Catherine Bénétré, vous voulez vous partager le temps de la réponse? Ça, je vous laisse. Enfin, ça, c'est mes questions d'entrée à vous deux. Peut-être que c'est comme ça que ça ira. Oui, ça sera plus simple. Alors, quel coin on peut enfoncer dans la brèche du capitalisme? Moi, je n'ai pas de certitude, bien sûr. Je constate simplement, je lis beaucoup et je constate qu'il y a des gens qui ont de l'espoir par rapport à ça et qui estiment qu'une accumulation d'expériences nouvelles et aussi d'expériences qui utilisent les instruments du capitalisme pour lutter contre lui, c'est les campagnes de désinvestissement, investissement, transition, peuvent avoir un effet boule de neige qui aboutisse vraiment à un changement de société, enfin de système économique. Ça me donne un peu de l'espoir, mais en même temps, je partage tout à fait les doutes. À cette occasion, je reviens sur l'histoire de demain. Nous sommes parfaitement d'accord. Moi, je dis que demain a généré des projets, mais je ne dis pas que ces projets sont révolutionnaires. C'est exactement le contraire que je disais, c'est qu'ils sont... ils mettent... il faut pas croire qu'un jardin urbain, qu'un potager urbain va changer l'agriculture intensive industrielle. Donc, à mon avis, et ça c'est le moyen que j'ai essayé d'esquisser tout à l'heure, il n'y a pas d'espoir sans une politisation de ces mouvements et une jonction des luttes. Mais cette politisation, elle veut dire quoi? Alors, politisation, elle peut avoir plusieurs formes. Comme femme politique engagée dans un parti depuis 60 ans, je pense que l'aller-retour entre la politique politicienne, appelons-la comme ça, bien que ce soit vraiment pas un terme, c'est un terme un peu dévalorisé, et les luttes de terrain est indispensable. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, d'être à la fois dans les mouvements sur le terrain et à la fois dans les partis et dans les parlements. Mais c'est aussi d'autres formes de démocratisation de la société. Et c'est pour ça que je disais que la société civile me paraît être peut-être un danger par rapport à ça. C'est que chacun fait son petit business dans son coin, sans donner une dimension politique à ce qu'il est en train de faire. On peut juste rappeler à ce propos que M. Macron, avec la société civile dans la bouche, quand il parlait, faisait sa campagne présidentielle, qui ne fait qu'abonder ce que vous dites. Oui, exactement. Donc, la société civile, c'est très souvent le capital. Hein, c'est le nom, le masque, le voile sous lequel avance le capital, très souvent. Mais il y a aussi des gens qui maintenant estiment qu'il y a une démocratisation, une démocratie participative à la base, qui militent d'ailleurs aussi pour les représentations politiques par tirage au sort. Bon, moi, encore une fois, je n'ai pas de certitude. J'écoute, je lis, je regarde, et je me dis, peut-être que là, il y a quand même ce petit coin à mettre dans la brèche. Aristide, si j'ose. Oui, bon, je t'embêtais un peu. Je veux pas me fâcher avec qui que ce soit. D'abord dire à Pierre Vanet que ce que nous partageons en qualité d'émotion est tellement important que la revendication de l'État et la Révolution et du que faire me paraît secondaire. Dire à Michel Ducommun que nous sommes complètement d'accord politiquement sur l'ensemble des choses que tu as dites et que la formulation d'un projet du communisme libre ou du socialisme libre est évidemment éco-socialiste, est évidemment féministe, est évidemment capable de rendre compte de ce que sont les forces qui s'accumulent dans un bloc social populaire.
Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qui est toujours réjouissant, parce qu'on se dit qu'on n'est pas encore vaincu, hein, vous en comptez avec moi, il y a 2 ou 3 éléments qui me paraissent importants de préciser. Il ne s'agit pas d'aller du mouvement social vers la politique et de la politique vers le mouvement social dans une espèce d'aller et retour vertueux. Moi, ce que je postule, c'est quelque chose d'infiniment plus radical en termes d'hypothèse politique. C'est que les luttes sont porteuses d'une possibilité de politique qui est elle-même ce sur quoi se base la démocratie de base, la revendication socialiste ou communiste, la reconnaissance de tous par tous, de toutes par tous. Tout ça, je veux dire, c'est-à-dire la reconnaissance de notre communauté communiste comme groupe en fusion dans les luttes, comme disait Sartre, et ensuite comme communauté politique vivante et libre. Voilà. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous soyez au Parlement, j'ai le plus grand respect pour vous, je veux dire, pour tout ce que vous y faites, je dis juste très modestement, mais très fermement, nous, on ne veut pas dépendre de ce que décide la classe politique, le corps politique, les gens qui sont amenés à occuper le pouvoir et à pratiquer le pouvoir. On ne veut pas en dépendre. On ne dit pas qu'il faut les liquider, ni que nous avons la nécessité de gagner la bataille contre eux. Non, non. On dit juste, nous voulons une politique qui nous soit propre, qui nous soit autonome, et qui n'est pas celle de la délégation et du pouvoir séparé que l'État incarne, parce que le pouvoir séparé que l'État incarne est un pur mensonge de l'intérêt général qui n'existe jamais. Qui n'existe jamais. Et la conscience de cela, et la conscience notamment des gens qui ont largement profité de nos bulletins de vote, enfin pour ceux qui votent, hein, je veux dire, pour être au pouvoir, y revenir, s'y installer, je veux dire, amène aujourd'hui ce qui est évident, c'est-à-dire une crise du régime de représentation et de délégation. Ce qui traverse la société, c'est de manière peut-être extrêmement obscure, mais extrêmement intéressante, la volonté de faire la politique par nous-mêmes. C'est cette passion qui nous saisit, qu'on nous sommes capables de poser et de décider. Et c'est cela qu'il faut faire monter. Et c'est pour cela que nous sommes à distance de l'État. Non pas qu'on ne fasse pas une politique avec ce que fait l'État, mais naturellement on le fait. Hein. Je veux dire, quand les copains, les copines, ils sont en train de défendre la permanence du service public ferroviaire, ils sont à la fois à distance de l'État, parce que c'est pas M. Macron qui décide, ni M. Hollande, ni M. Hamon, c'est la grève qui décide. Voilà. Mais en même temps, on est en train de s'occuper d'un objet d'État. Et comment? Et comment? Je vous rappelle que quelqu'un qui était connu il y a quelques années et qu'on devrait relire aujourd'hui, qui est Paul Ansas, expliquait bien comment l'État est un champ où s'affrontent des pôles extrêmement contradictoires qui en définissent et la nature et les possibilités. Je veux dire, il ne s'agit pas de renoncer à faire pression sur l'État, il s'agit de dire que notre force ne se constitue pas à l'intérieur de l'État. Et seuls et ceux d'entre vous qui ont un souvenir ou un bout d'expérience de la gauche savent bien, et je ne crois pas être polémique, en disant qu'aujourd'hui, les activités de la plupart des militantes et des militants communistes, de transformation sociale, anticapitaliste, socialiste, sont dominées par une politique qui est non pas dans l'intériorité du mouvement social en train d'amener des choses nouvelles, mais à l'intérieur de l'État. Donc à l'intérieur de quelque chose qui relève de l'aliénation politique, de l'expropriation de notre possibilité de pouvoir. Donc de l'expropriation de notre possibilité de démocratie radicale. Et ce qu'il importe d'interroger, je finis ici, il y a une déclaration absolument merveilleuse de Rosa Luxembourg
au congrès de fondation du Parti communiste allemand, transformation du Spartakusbund en Parti communiste allemand, et Rosa parle, elle reprend le thème merveilleux des grèves de masse, partis et syndicats, et elle reprend là en 18, et elle dit, bon, il y a une révolution politique, mais maintenant il s'agit de faire la révolution vraie. Et elle dit, et la révolution vraie, elle passe à travers les grèves, à travers la capacité que nous avons d'imposer notre propre puissance. Et ce qui est vrai pour la centralité politique du travail, est commun pour toute autre chose. Bouleverser les rapports dans la famille, bouleverser les rapports hommes-femmes, gagner la puissance d'une liberté, d'une alternative, si ce n'est pas la révolution de longue durée, celle qui commence à avancer, moi j'aimerais qu'on m'explique, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais. Je veux dire, nous n'arriverons jamais, si nous ne sommes pas capables de poser de manière radicale et la question écologique et la question démocratique, ce que la gauche a raté avec, je dirais, une magnificence qui fait peur. Hein. Je veux dire, et évidemment la question féministe, on y arrive. Voilà. Juste une clarification. Donc le capitalisme est notre destin. Comment? Tu dis notre capitalisme est le destin. Non, non, notre destin, c'est nous qui le disons en étant capables de poser que, quelle que soit la puissance du capitalisme, nous revendiquons notre sujet de femmes et d'hommes libres, prêts à courir le destin que cela implique. Voilà, pour dire comme ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont lu les quelques textes de Camus après 44-45, il y a là-dessus une série d'éléments. Nous sommes irrémédiablement libres et nous assumons le risque que cela suppose. Et quand vous commencez à avoir contact avec quelqu'un et vous levez un drapeau, le drapeau de Pierre Van Eyck dans l'usine La Métallo, ou celui qu'on a levé dans les chantiers et tout ça, c'est toujours ça. Nous sommes irréductiblement libres et nous allons construire cette liberté avec le risque que cela suppose. C'est d'une grande ambition, mais c'est sans doute beaucoup mieux que de voter pour, je sais pas, les Hollande, pour fâcher personne. Bon, avant la discussion là, qui parmi vous aimerait réagir à ce que Aristide vient de dire ou de ce qui a été dit avant? Il faut laisser les gens s'exprimer. Moi, j'aurais des choses à dire sur ce qu'a dit Aristide, mais je suis un bavard. Mieux laisser les participants s'exprimer. On passe a pris la parole pour le deuxième tour. Non, mais c'est pas important. Sur la distance par rapport à l'État, bien sûr. Le bulletin de vote et la construction à l'intérieur des structures étatiques de quoi que ce soit comme pôle de résistance est une absurdité. Je suis pour un langage. J'ai fait un certain nombre d'années de parlementarisme, contrairement à l'hommage que je rendais à Michel pour son ignorance des choses parlementaires tout à l'heure, mais j'ai toujours considéré que c'était absolument subordonné et que c'était éventuellement une tribune, que c'était une ressource matérielle pour des organisations extra-parlementaires, que c'était un lieu où on pouvait appuyer parfois sur 2-3 points où ça fait mal et mener des batailles, aider à mener des batailles politiques. Et je suis absolument d'accord qu'il n'y a rien à construire, disons, dans le long terme, ou d'avoir un projet stratégique qui vise à construire quelque chose dans le cadre de l'État bourgeois. C'est évidemment, je suis à 100% d'accord avec lui. Mais enfin, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que c'est le volet négatif. Le volet positif, c'est quelle organisation politique autonome on construit, avec quelle démocratie interne, avec quelle capacité d'organiser, non pas le 0,5 pour 1000 de la population, mais quelques pourcents de celle-ci, etc. Et puis quelles armes elle se donne pour les batailles politiques qu'elle doit mener. Le débat, il est là, pour moi. Il y a des réponses à cette question. Audrey. Juste encore quelques mots sur, on parlait tout à l'heure du manque de coordination. Je pense, bon, d'une part, on parlait d'un engagement morcelé, ponctuel, il y a un individualisme aujourd'hui dans l'engagement, on le voit, des fois on finit dans des querelles de clochers sur des broutilles qui nous empêchent de mener les luttes.
Mais plus largement, il y a aussi un manque de prise de conscience que les oppressions sont croisées. Je pense que certains connaissent, dans les années 70, les féministes noires aux États-Unis ont développé le concept d'intersectionnalité des luttes, qui disent que les oppressions, elles ne sont pas seulement additionnelles, mais elles sont imbriquées les unes dans les autres. On ne vit pas de la même manière l'oppression quand on est une femme non blanche et prolétaire ou si on est une femme bourgeoise. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile des fois à faire entrer. Je me rappelle l'année passée, le 8 mars, on militait avec une camarade d'une autre organisation, puis elle me disait « Mais bon, franchement, ces histoires PV2020, je me demande si les femmes qui portent le voile, ça les intéresse. » Mais bien sûr, disons, tout le monde touche l'ABS. Disons, l'ABS, c'est une question qui concerne tout le monde. Mais on en vient à ce type de réflexion idéologique, et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, amoindrit les luttes. Quand on parle de convergence de lutte, c'est pas seulement défiler les uns derrière les autres pour grossir la manif. Il y a un besoin de prendre conscience qu'on tout procède du même mal et que les oppressions, elles sont liées entre elles. Et je pense que le féminisme, c'est une possibilité justement de prendre cette conscience, parce que les femmes, elles sont traversées par des rapports de pouvoir aussi entre femmes, par des rapports de pouvoir suivant qu'elles sont blanches, suivant qu'elles sont non blanches, etc. Et c'est un moyen d'entrée pour conjuguer ces luttes, justement. En effet, les luttes sont souvent concurrentes et rivalisent les unes avec les autres, s'affaiblissant d'autant les unes les autres, ce qui n'est effectivement pas un résultat extraordinairement souhaitable. Mais je m'interromps. Et c'est la parole. Merci à vous. Pablo, voilà. Je participe modestement à essayer d'organiser quelques pans de la réalité sociale pour protester. Mais, disons, ce qui me frappe toujours dans ces exercices, c'est qu'on est beaucoup à essayer de rappeler une ligne idéologique, disons, à reposer un cadran idéologique qui est extrêmement important pour nos débats. Mais concrètement, en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à organiser massivement les gens. Même pas massivement, mais même des pans significatifs de la réalité. Je vois, les syndicats sont en train de perdre des forces, historiquement, les organisations de travailleurs sont en train de perdre des forces, que ce soit la Vivo, que ce soit les syndicats, que ce soit les organisations politiques. Il n'y a pas vraiment une embellie, disons, il y a plutôt moins de gens organisés que par le passé. Et ma question, elle est plutôt de dire, mais comment on va au contact de plus largement? Et c'est pas simplement en disant, oui, il faut être profondément anticapitaliste, que tout d'un coup, il y a plein de gens qui vont être anticapitalistes. C'est le processus de comment on amène ces gens-là. Et je crois que, Audrey parlait des luttes féministes, mais il y a les luttes écosocialistes qui sont importantes, où il y a des jeunes qui se groupent. Il faut aller là où les gens sont mobilisés et essayer de construire un discours, disons, qui permette de remettre en question le système économique tel qu'il est. Après, moi j'ai aussi un problème avec les moyens, parce que je pense quand même que c'est pas assez dit. Le moyen fondamental de challenger le capitalisme, ça reste quand même la grève, ça reste, là je suis d'accord avec Christine, ça reste la paralysie des moyens de production et la réappropriation des moyens de production. Et alors ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu du paysage politique. Plus personne quasiment ne parle de ça. Comment on socialise les moyens de production? Et je pense que ça, c'est des pistes qu'il faut essayer de creuser, mais ça veut dire que, et là je rejoins, c'est des expériences de lutte autour de ces objectifs-là. Il faut avoir des expériences de lutte autour de la socialisation des moyens de production, autour de l'accaparement de ces choses-là. Et là, je ne sais pas si vous avez des pistes à nous donner là, sur ce point-là. Donc la parole est à qui veut s'en saisir du panel, je suppose, à moins qu'il y ait un complément dans la salle. Oui, alors, on va peut-être prendre 2 ou 3 autres remarques dans la salle et on donnera la parole à la table. Alors, moi, je voudrais juste faire un constat un peu simpliste, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La démocratie représentative a échoué en Occident et ailleurs aussi, dans le sens qu'on voit que les pouvoirs de l'oligarchie, des lobbies, etc., dominent largement les parlements. La deuxième chose qui est importante dans notre environnement, comme à Genève aussi, avec les TAT, ou avec le collectif Jean Dutoit ou le collectif R, c'est la naissance, l'émergence de forces de jeunesse qui n'ont pas forcément un étendard politique précis, qui sont extra-parlementaires d'emblée, et définitivement aussi, et qui ont mené un boulot extraordinaire que quasiment aucun parlementaire a pu mener jusqu'à maintenant, qui est de dévoiler la nature de l'État, la nature de l'EVAM, d'agences institutionnelles, la dureté et le racisme dans la police, etc. Et c'est grâce à des actions directes. Moi, ce qui manque beaucoup pour l'étincelle dont parlait Annick tout à l'heure, c'est
de débrancher un certain nombre de parlementaires qui mettent beaucoup de poids dans les parlements. Je suis pour qu'il y ait une ou deux personnes observatrices, on en a un seul, je crois, d'extrême gauche à Berne maintenant, de la Russie. Un ou deux, ça suffit, mais il faut vraiment débrancher des militants qui font un boulot énorme en termes d'investissement dans les forces parlementaires, parce qu'on voit que la démocratie représentative est une faillite, et revenir à l'action directe, à des occupations, à des actions symboliques, à des choses où chaque fois qu'on a la révolte qui est bien sortie autour de la table apparaît, que ça se traduise en actions directes, qui sont beaucoup plus riches, d'une part, dans ce qu'elles révèlent des médias, de la presse, des sympathisants aussi, des gens qui disent « Ah, enfin », etc., des personnes qui attendaient aussi une action un peu plus directe et moins symbolique, représentative, parlementaire, institutionnelle. Et ça, je crois qu'il faut revenir à ces formes-là, tout en sachant que la violence de la répression bourgeoise est très grande. Elle est beaucoup plus subtile maintenant, il y a des procès, des choses comme ça qui se passent, mais il faudrait quand même revenir à des actions directes, symboliques, et rééquilibrer entre les parlementaires et les gens qui travaillent sur des objectifs précis, les migrants africains, les problèmes de logement, les problèmes de résidence de luxe, etc., des actions directes dans lesquelles on peut rallier des gens et on arrive à une forme de révolte et de meilleure conscience de ce qu'est l'État, ce que sont les milieux immobiliers, ce qu'est la faillite de la démocratie parlementaire dans nos pays. Oui. Encore une intervention, et on redonne la parole à la... Oui, bon, la question qui est posée aujourd'hui, c'est bien la question que faire. Et on est peut-être infiniment mieux placé qu'au début du XXe siècle. Facile de dire Lénine a mal répondu. Ok, bon, enfin, peu importe. Maintenant, il nous a bien à nous de répondre. Et ça, c'est une question essentielle. Alors, on peut se plaindre de la fragmentation, etc. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas du tout d'être un fragment. À partir du moment où j'ai une vision, je sais où je veux aller, et dans le milieu dans lequel je suis, eh bien, je parle de cela. Quand on organise 3 journées comme celle-ci, on commence à répondre à la question que faire. Hein? On réinjecte ces idées fondamentales au niveau de la lutte. Alors, pourquoi ça m'est égal d'être un fragment? On peut revenir à Camus. Je me révolte, donc nous sommes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me révolte, on fabrique un nous, on fabrique une collectivité. Et donc, à ce moment-là, on retombe sur la multitude. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, elle est là, la puissance révolutionnaire, en fin de compte, elle est dans ces émotions qu'on éprouve, comme le disait Pierre Mannec tout à l'heure. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental. Donc, le fait que tout soit fragmenté, le fait qu'on ait tout à inventer, c'est pas un problème. Il faut l'inventer. Mais là, la question qui est posée aujourd'hui au niveau de l'humanité, c'est pour ça que la question que faire aujourd'hui, elle a un tout autre sens qu'elle pouvait en avoir au début du XXe siècle. C'est que là, aujourd'hui, on est dans le moment de l'anthropocène qu'on doit, nous, ici, appeler le capitalocène, et on se rend compte que c'est une question de vie ou de mort de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un moment particulier du capitalisme, qui est le moment de son effondrement. Et que là, c'est une question, c'est une question de destin de l'humanité. Et ça nous permet justement de faire le lien. Et c'est un problème qu'on aurait pu appeler hier idéologique, et qui aujourd'hui est pratiquement d'une autre nature. C'est un problème de fond. C'est un problème de fond sur la question de l'avenir de l'espèce. Voilà. Cette question, si nous sommes dans le capitalocène, ce sur quoi moi je vous rejoins complètement, ça veut dire que la seule solution, c'est de sortir du capitalisme. Donc c'est pas une lutte fragmentaire qui va nous en faire sortir quand même. Le capitalisme est le phénomène d'ensemble qui organise l'essentiel de l'activité vitale productive à l'échelle de la planète.
Oui, oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait que je sois un fragment, ça ne veut pas dire que je ne fasse pas partie d'une multitude. Et c'est ça la question. C'est-à-dire qu'il faut pas dire je vais attendre qu'il y ait des possibilités de tout fusionner pour faire quelque chose. Non, je fais quelque chose et ce que je fais va fusionner avec le reste parce que, mais fondamentalement. Mais alors alors ça c'est justement après. Non, pas du tout romantique, parce que je fais pas ça dans mon salon, je fais ça dans l'endroit où je suis intégré socialement. Je fais ça dans une... On est toujours intégré socialement, soit on travaille, et à ce moment-là, c'est ce qui m'était arrivé avant que je sois à la retraite, soit je suis dans des associations, dans une vie, bon, en l'occurrence là j'anime un Fab Lab, c'est des lieux sur la fabrication numérique, des espaces non marchands, etc. Pardon ? Oui, je suis Richard Timsit. Voilà. Mais je suis un fragment quand même. Ben, à quoi je vous renvoie, mais Pablo parlait tout à l'heure du recul, de l'affaiblissement des forces syndicales. Bon, mais je laisse la table réagir. Je intercède. Ah, encore une remarque. Pour enrichir le débat, parce que moi, la question qui me pose, les luttes, bien sûr, il n'y a que ça qui peut faire avancer. Mais il y a la question idéologique, ça m'a frappé ce qu'a dit Anne-Catherine Ménétré, il n'y a pas d'idéologie, c'est la gestion, etc. Alors moi je pense que là, il faut vraiment faire un travail, qu'on arrive à trouver des termes pour définir l'idéologie actuelle, l'individualisme, de la consommation, de la hiérarchisation, des mots utilisés dans la presse pour dire dégraissage, etc. Enfin, des saloperies qui se disent au niveau de l'idéologie actuelle qui est très très oppressante et très pénible à vivre tous les jours, je pense pour tout le monde. Donc si on arrivait, et je sais que dans le milieu de travail, il y avait Aristide qui nous donnait des pistes avec la chaîne de commandement, je trouvais que ça c'était très parlant, mais je pense que dans tous les domaines actuels, comme ils nous matraquent de spots, de machins, de trucs, heureusement moi je suis pas trop visuelle donc je les vois pas, mais on m'en parle, et je vois que c'est très grave quoi, ce qui se passe, le matraquage idéologique qui est fait aujourd'hui, au nom d'une non-idéologie qui est totalement ridicule, quoi. Alors je voulais vous renvoyer la question au plateau, là. Alors, on va redonner la parole à Anne-Catherine. Alors je viens tout de suite à cette question. Moi je suis confrontée à ça depuis des années chez les Verts par exemple. Le débat entre les fondamentalistes et les pragmatiques, c'est vraiment un enfer qu'on vit tout le temps. Et j'arrête pas de dire, mais écoutez, il n'y a pas d'opposition. On peut agir sur le terrain et on peut avoir une idéologie. Moi je suis absolument d'accord qu'il faut réhabiliter l'idéologie comme un projet de société, comme une vision du futur, plutôt que de se contraindre à rester sur le plan je donne encore juste ceci sur le Parlement. Actuellement, c'est vrai que les débats au Parlement n'ont plus lieu. Même dans les commissions, on négocie des positions de compromis avant même d'avoir débattu sur le fond d'un projet. C'est dramatique quelque part. Bon, mais ça m'amène à dire aussi que, par rapport à d'autres interventions qui ont été faites avant, qu'il ne faut pas réduire le politique au Parlement. La politisation que j'appelle de mes voeux dans les mouvements sociaux, c'est pas d'envoyer les gens au Parlement. C'est vraiment... Alors, moi, je suis sur les fragments. Bon, bien sûr, vous dites, si je sais où je vais aller, je peux y aller. Je vous donne alors là un exemple, mais vraiment basique de terrain. Au moment où la hausse des primes d'assurance maladie ont été annoncées en novembre dernier, enfin, l'année dernière, une copine m'envoie un mail en me disant « Ah, mais ça va pas du tout, il faut faire une manif. » Bon, et je dis « Bah alors... » Elle me dit « J'ai écrit au Parti Socialiste chez les Verts. » Bon, bah alors je vais relayer ta demande, donc j'envoie des mails un peu aux directions, comme ça, et il se passe rien.
C'est ça le morcellement. C'est qu'il y a des citoyens isolés qui ne savent pas à qui s'adresser. Alors bon, vous me direz, c'est bête, il y a plein de relais possibles, ils ne les connaissent pas. Mais voilà, donc voilà, c'est là que je trouve que le fragment, il est parfois mal placé. Oui, Oui, par rapport à la question idéologique, ce que j'avais envie de dire, et c'est, je crois là-dessus que j'ai, depuis quelque temps, je suis en train de réfléchir, de lire, de faire des analyses, c'est un constat qui me semble vraiment très grave. Le capitalisme a montré depuis quelques années, depuis la victoire du néolibéralisme, son échec absolu. C'est plus d'austérité, c'est plus de chômage, c'est plus de pauvreté, c'est plus de gens qui meurent de faim chaque année sur Terre. Donc ce constat-là, on est en train de se dire, effectivement, le capitalisme va de plus en plus mal, et de plus en plus il est conçu par une majorité de la population comme la seule solution possible. Il est vécu comme quelque chose qui va être éternel, et à partir du moment où on évoque l'idée de rompre avec le capitalisme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'entends, c'est ce qui me fait réfléchir en me disant, mais créons, c'est tellement évident qu'il faut changer de société, et pourtant cette évidence, elle est contraire à ce que pense une nette majorité des gens. Il y a un problème ici de l'utopie qu'aurait l'idée de vouloir changer quelque chose, c'est la victoire idéologique de la manière dont la bourgeoisie finalement a construit son hégémonie. Je trouve que là, Gramsci est intéressant. Et c'est vrai que je n'ai pas d'autre réponse que celle que j'ai essayé de donner aujourd'hui, mais j'entends, il y a un besoin sur ce terrain-là, de lier les luttes particulières sur ce terrain d'un espoir de changement de société. Mais est-ce que vraiment le capitalisme va de plus en plus mal ? Attendez, attendez que j'ai posé ma question jusqu'au bout. De quel point de vue ? Du nôtre, évidemment, mais du sien. Mais je ne parle pas du sien, moi je parle de la population. Quand l'austérité, quand le chômage, quand la pauvreté, on l'a entendu, etc., quand elles augmentent, on ne peut pas dire que c'est une réussite quand même. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un problème pour lui. Vous comprenez, c'est ça mon point. Moi je m'en fous de lui, je pense comment la population réagit, comment la population a la difficulté à se dire il faut supprimer le système. Alors trouvons l'énergie de le faire. Oui, évidemment, moi je crois que s'il vous plaît. La population trouvera la population, évidemment, doit faire des expériences, doit se commencer à se mobiliser en s'alignant sur un point partiel, sur l'augmentation des primes d'assurance maladie, et trouver des organisations qui répondent à cette demande de mobilisation. Je ne sais pas si c'est les mêmes, peut-être pas, mais on a eu exactement le même cas à Genève, et deux, trois, mais elles étaient deux femmes sont venues nous voir, et en effet, on leur a fourni des moyens. Une manif, on était combien, 2000, pas 2005 et puis, mais évidemment, la manifestation était faite, disons, avec des moyens. Ils ont imprimé des tracts chez nous à Solidarité, ils ont fait des panneaux chez nous à Solidarité. Pablo a demandé des autorisations parce qu'elle ne savait pas comment faire auprès des flics. Et puis moi j'étais derrière la ligne de devant, puis je portais le mégaphone quand elle poussait des cris dans la rue. Et c'est élémentaire. Mais évidemment qu'il faut les aider. Et puis il faut de manière plus générale, il faut être capable d'organiser des groupes, des comités, des associations, des organisations qui reprennent ces thématiques. Et puis on n'est pas simplement en rapport, on lit le journal et puis on subit une décision, cette ponctualité qu'évoquait Audrey au début. Il faut créer un réseau de structures et d'organisations de masse, ou autant que faire ce mot de masse entre guillemets, au service desquelles doivent être évidemment, mais au service du développement desquelles doivent être les organisations politiques qui veulent briser avec le capitalisme. Parce que c'est par ce processus-là qu'on répond au paradoxe qu'a dit Michel, ce décalage entre le constat d'un échec du point de vue des conditions d'existence, même élémentaires,
de couches de plus en plus importantes de la population, et puis leur niveau de conscience critique par rapport aux causes de cette situation. Alors, je crois que la réponse Jacques disait il faut conserver un observateur au Parlement et puis déplacer tous les autres pour développer des luttes et des actions de terrain. Disons, le degré de représentation parlementaire de la gauche aujourd'hui, en tout cas là où on est, enfin la gauche telle que je la conçois, disons, par exemple à Genève, on est 9 probablement au Conseil genevois, on peut les sortir de là et puis essayer de les mettre à faire autre chose, mais je pense qu'ils peuvent être utiles pour être les représentants de trois revendications, et puis aussi parce que c'est pas un échec, tu disais, le parlementarisme, la démocratie représentative est un échec. Oui. Mais c'est pas un échec, ça marche très bien. C'est une puissante machine du point de vue de la bourgeoisie, d'intégration, de toutes sortes de... Mais tu vois marcher quand tu y es, tu vois les intérêts de classe se déployer, tu vois la manière dont les trucs se goupillent. C'est le rôle d'observateur que tu évoquais, ça a une certaine utilité. Il arrive parfois qu'on puisse pousser quelques cris, c'est une chose que j'aime à faire, ça c'est une chose, mais il arrive aussi parfois qu'on arrive à mettre quelques grains de sable dans ces rouages-là, et je pense pas qu'il faille y renoncer absolument. Vous avez la voix puissante pour le faire. Certains d'autres fait ça. Anne Cartinet. Je suis parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord avec l'idée que la population est anticapitaliste, pour une bonne part. Je pense que nous sommes 99% des manifestations comme ça. Je crois que les gens sont conscients, mais peut-être qu'ils expriment cette opposition au système actuel par d'autres considérations, enfin par une certaine impuissance due à d'autres considérations comme la conscience d'un danger imminent pour la planète, pour l'humanité, et développent parfois, je dirais, une mentalité de survivant. Voilà. C'est pour ça que je citais la phrase de Jean Batou, c'est plus facile de prévoir la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est cette impuissance qui joue un rôle. Mais pardon, je vous interromps une seconde, ça ne veut pas dire que le danger imminent qu'ils craignent, c'est d'abord de perdre leur emploi plutôt que de voir la planète s'effondrer. Alors oui, bien sûr. Mais alors ça m'amène à faire une autre remarque que je voulais faire quand même avant. Je pense que ce serait faux d'opposer les luttes ouvrières, les grèves, à d'autres formes de lutte. Je pense qu'il y a des mouvements quand même extrêmement forts, comme les mouvements contre Monsanto, comme toutes les monstres manifestations contre l'OMC ou les accords de libre-échange. Ça a quand même donné l'altermondialisme et c'est pas négligeable. Donc il faut pas non plus désespérer, mais je reviens là-dessus, puis ça a été dit beaucoup, et pour moi ça reste extrêmement important, c'est que si les gens ne savent pas comment se mettre ensemble pour faire changer quelque chose, eh bien ça change pas. Mais ça me fait aller vers cette question. On a parlé de classe ouvrière, on a parlé de salariat, moi je me demande si le premier geste politique d'aujourd'hui, ce serait pas d'essayer de réhabiliter le terme prolétariat. En disant fondamentalement tout travailleur, tout employé, toute personne qui vit de son travail est un prolétaire. Point à la ligne. Et donc, ceci permettrait par exemple de dépasser les divisions entre les luttes des uns et des autres. C'est-à-dire, prolétaire, toute personne qui dépend d'un emploi pour sa survie au jour le jour. Et cette définition, elle s'applique à peu près à 99%, sinon 99%, mettons 95%, peu importe. Mais il me semble si on redonnait une force à ce terme, en lui donnant toute son amplitude, et ça veut dire que ça inclut les chômeurs. Évidemment, les chômeurs sont des prolétaires sans emploi. Les femmes sont des prolétaires qui souvent n'ont pas d'emploi rémunéré, mais elles sont des prolétaires, et ainsi de suite. Donc, moi je suis un petit peu étonné que ce terme ne soit pas revivifié. Au fond, il me semble que ce serait le terme unificateur possible, parce que salarié, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas salariés.
qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne sont pas salariés? Moi je ne suis pas salarié, moi je suis indépendant, moi je suis chômeur, je ne suis pas salarié, je suis rentier, je ne suis pas salarié. Donc, tandis que le terme prolétaire, me semble-t-il, a cette plasticité qui pourrait nous réunir beaucoup plus facilement. Voilà, je vous pose, je serais heureux d'avoir les réponses de certains d'entre vous à cette interrogation. Oui, alors Audrey. Peut-être que je peux prendre là-dessus. Et moi, je trouve intéressant, effectivement, de revenir un peu à une dénomination commune. Mais je pense que c'est compliqué aujourd'hui. On a quand même, ok, tous les travailleurs sont des prolétaires, mais ils n'ont pas le même pouvoir d'achat et du coup, n'ont pas forcément les mêmes réactions aussi par rapport à l'augmentation des assurances maladie, par rapport à la suppression de certaines choses. Et on a des intérêts peut-être communs, mais qui s'expriment en tout cas aujourd'hui de manière divergente. Un bon exemple, contraire à ce que je dis maintenant, c'est les luttes qu'on a menées à Merck-Serono à Genève notamment, qui étaient pour la plupart des cols blancs. Donc Merck-Serono, tout d'un coup, fait des suppressions de postes, je pense que vous avez tous suivi, c'était il y a quelques années, 3-4 ans. Et c'était des personnes qui avaient des bons salaires par ailleurs, qui n'étaient pas des syndiqués, personne n'était membre, et qui sont mobilisés. Mais c'est vrai que, et ça a touché aussi dans la population, y compris des banquiers, des gens qui n'étaient pas forcément sensibles à nos luttes, parce que ça montrait effectivement qu'on touche, disons, 5 000 francs ou 15 000 francs, quand le chômage arrive, disons, on se retrouve dans la merde, pardon pour l'expression, comme tout le monde, et que ça peut arriver à tout le monde. Mais on manque de ces exemples-là, et je pense que c'est difficile aujourd'hui, et c'est vrai que prolétaire, ça fait un peu vieillot aussi. Je pense pas seulement pour les gens de mon âge, non mais il faudrait retrouver un autre terme, quelque chose d'autre. Je pense que salarié, c'est plus le mot, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en dehors du salariat ou dans des formes particulières de salariat. C'est typiquement toute la thématique des faux indépendants. Mais il faut trouver ce terme. Le mot d'ordre, ce serait pour prolétaires, non pas unissez-vous, mais prolétaires, unissons-nous. Ouais. Je ne sais pas s'il faut faire revenir le mot prolétariat ou pas. Ce qui est assez clair, c'est que nous avons une série de blocs sociaux extrêmement importants. Un de ces blocs est le bloc du salariat, un autre est le bloc social du travail qui comprend notamment, comme je le disais, le travail extorqué et non payé. L'idée qu'il faut à partir de là construire un sujet social qui soit capable de poser de la contre-hégémonie et ensuite de transformer radicalement la société, je veux dire, est une chose qui, je crois, doit être travaillée par nous. Voilà, première chose. Après, je rappelle qu'on a eu, par exemple, en Italie, durant toute l'époque dite de l'autonomie ouvrière, une série d'échanges théoriques extrêmement riches sur comment est-ce qu'il fallait évoluer sur la manière de désigner, et qui va du prolétariat au prolétariat social, du prolétariat social à la multitude, etc. J'y reviens pas. Disons, c'est un chantier ouvert. Ensuite, il y a une chose, moi, qui me frappe. On parlait du danger d'effondrement du monde. Et moi, ce qui me frappe quand je vois au syndicat les gens qui viennent, je veux dire, c'est que les gens, ils sont perpétuellement en danger de l'effondrement de soi, de leur propre vie. Chacun, chacune, même les gens qui gagnent beaucoup d'argent, même les gens qui ont des doctorats, je vais dire, chacun, à un moment donné, est en situation de menace et d'effondrement de leur propre vie. Et que la première intervention que nous construisons ensemble, c'est de sauver cette vie. C'est-à-dire de l'empêcher d'être asservie, détruite, soumise, totalement subordonnée. Et ça va très loin, parce que les gens que nous avons en face de nous, ils cherchent jusqu'à la dernière plissure de l'intimité. Et résister à ça, c'est-à-dire faire surgir un élément d'autodétermination, c'est la première base d'une démarche au bon sens du terme communiste. Moi j'aimerais juste qu'on réfléchisse un peu à ça et qu'on se dise, ceux qui ont un bout de mouvement dans le militant, dans le salariat, je veux dire, c'est une chose qu'il nous faut systématiquement développer. Je veux dire, parce que si nous ne sommes pas capables de répondre à ça, je dirais très sincèrement que nous ne sommes capables de répondre à rien. Donc, voilà. Maintenant, que faire? Oui, on a tous le souci, y compris parce qu'on a le souci de la catastrophe qu'a introduit le que faire. Enfin, on a tous le souci du que faire.
évidemment. Je veux dire. Et on sait bien qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous en tirer avec les recettes qui nous ont été léguées toutes faites du passé. Nous n'avons pas la possibilité de nous en tirer avec le parti communautaire, nous n'avons pas la possibilité de nous en tirer avec ce que nous donne le syndicalisme révolutionnaire du début du siècle, ni même avec ce que propose Rosa, qui est sans doute une des personnes les plus avancées là-dessus. Nous devons inventer. Et inventer, cela suppose, et on en est d'accord, accepter que nous sommes à un moment donné dans des situations de fragments. Nous sommes en situation de fragments qui se meuvent politiquement à la rencontre de l'autre. Et la situation de fragment qui se meut politiquement à la rencontre de l'autre, ça s'est dit au PSU il y a extrêmement longtemps, ça a été complètement oublié. C'est l'hypothèse du mouvement politique de masse que propose une partie de la gauche du PSU. Et c'est aussi ce que disait avec une infinie sagesse Zarka, l'ancien rédacteur en chef de l'UMA, qui a dit là-dessus des choses infiniment plus avancées que beaucoup de monde, c'est-à-dire c'est que nous devons accepter que dans les processus de travail politique qui sont fragmentés, il y a des possibilités de fulgurance qui sont égales les unes aux autres. Nous devons interroger, je ne dis pas qu'il faille s'en passer, mais nous devons interroger le statut de l'organisation politique générale qui embrasse le monde. Et nous devons nous poser la question dans tous les autres processus politiques, qui commencent par des choses spécifiques et partielles. Quelle est la possibilité de bouleverser le monde à travers ces mouvements? Et nous savons que cela existe. Et au moment où nous autres, qui avons la prétention, mais on va être un peu indulgents envers nous-mêmes, on a la prétention d'être généraliste dans le projet politique, il y a la question d'être vigilant, respectueux, je veux dire, égalitaire, extrêmement horizontaux et horizontal, sur ce qui bouge comme mouvement de lutte, qui est capable à tout moment d'ouvrir sur l'impossible, enfin sur ce qui est dit comme impossible. Et je crois qu'il nous faut courir le risque de dire oui, nous avons la volonté de reconstruire un point de vue politique général, mais nous savons aussi que les hiérarchies qui nous ont marqués dans le passé, qui nous ont été léguées, dont nous sommes héritières, ont échoué. Et que donc nous devons être capables de mettre les choses en question. Et je veux juste finir avec une toute petite anecdote. On était là, quelques-uns, puis on se dit, mais bon Dieu, nous avons eu encore une victoire de masse dans la proposition de la RIE3 cantonale de baisser les impôts pour tous les gens riches. Nous avons posé le combat et nous avons été battus à 87% de la population. Voilà, c'est une chose qui est désagréable. Et en lisant ce que le Conseil d'État vaudois, qui n'est pas toujours très malin, produit à cette occasion, nous voyons ceci. 40% des personnes qui auraient le droit d'avoir un subside LAMAL ne le demandent pas. Et nous nous sommes posé la question, toute bête, toute simple, même nous, qu'on n'est pas hyper malin, on l'a trouvé, c'est comment on ouvre un processus de travail politique pour dire il y a un problème social à ce que 40% des gens qui auraient droit ne le demandent pas, et comment nous allons faire pour faire changer ça un tout petit peu et déséquilibrer la forme institutionnelle de fonctionner de la politique. Ça aussi, c'est un petit moment de reconstruction d'une démarche communiste dans l'intervention. Comment, je ne sais plus exactement les termes que vous avez utilisés pour le prolétariat, le redéfinir, voilà. Alors moi je serais plutôt pour sortir de ce raisonnement-là et de dire qu'il faut peut-être voir la suppression du salariat comme unique statut social et comme principale identité des gens,
pour entrer dans un autre type de société. D'ailleurs, on l'a mentionné avant, les femmes sont sensibles non seulement aux rapports d'oppression et d'exploitation dans l'économie, mais aux rapports sociaux et rapports de domination. Il faut peut-être déplacer le curseur aussi dans les questions de société. Je voudrais me fâcher avec personne, comme disait mon voisin. N'empêche que je reviens sur une manière de sortir de cette problématique-là, c'était quand même le revenu de base inconditionnel, qui remplaçait le filet social par un socle. Et alors, voilà, il se trouve que tous les partis de gauche, ou la plupart, ont dit « Oh non, quelle horreur, c'est vraiment, ça va pas du tout. » Ok, ça a fait l'objet d'un débat. Le débat se reproduit maintenant avec Monnaie Pleine, et sans arrêt, quand il y a des projets de ce type, qui pourraient peut-être être discutés et ouvrir une brèche de nouveau, on nous dit « Ah mais non, c'est pas comme ça va pas, c'est pas le moment. » Donc on en reste toujours au statu quo. Mais pourquoi ne pas universaliser le statut de salariat? Puisque le salariat, au fond, comme alternative au revenu de base inconditionnel et au salariat par exclusion via l'accession à un travail, enfin, un emploi. Juste parce que j'ai dit le salariat en tant que statut. En tant que statut et identité. Bien sûr, si on veut faire un travail et être salarié pour ça, les gens sont libres de ça, mais ce n'est pas leur seule identité. Non, j'ai dit pourquoi ne pas universaliser la condition de salariat indépendamment d'un emploi. Voilà, ça, on en revient à ça. Alors là, je suis fermement opposé à cette vision. Il est clair que ce n'est pas un hasard si Marx a insisté sur le fait que les syndicats doivent avoir un objectif essentiel, supprimer le salariat. Il l'a dit d'une manière très claire, parce qu'effectivement le salariat est une relation de dépendance et d'inégalité. Pour qu'il y ait un salariat, il faut qu'il y ait un employeur. Et cet employeur est celui qui décide ce que le salarié doit faire, c'est celui qui commande, c'est celui qui met le salarié dans une situation de dépendance et de non-liberté. Mais je pense que... Excusez-moi une seconde de vous interrompre. C'est une convention sociale. On peut redéfinir cette convention sociale. Non, parce que... Comment ça, non? Bien sûr que le salariat veut dire qu'il y a des gens qui sont salariés, donc qui reçoivent un salaire pour faire ce que ordonne leur employeur. C'est pour ça que je dis que c'est fondamentalement une inégalité. Et c'est renforcer, alors je viens même sur l'autre élément sur lequel je veux intervenir, c'est renforcer la vision du travail. Je rappelle que dans le mouvement Crisis, par exemple, a publié un manifeste contre le travail. Je rappelle que l'analyse marxiste du travail, c'est effectivement l'analyse marxiste de l'absence de liberté. J'avais cité dans ce que j'ai dit que Marx avait écrit que la liberté commence là où cesse le travail. Donc la vision du travail, c'est celle qui correspond à une division du travail, c'est celle qui correspond à une aliénation des travailleurs, un manque de liberté. Donc de ce point de vue-là, à mon avis, on doit dénoncer le travail et surtout pas le favoriser. Mais Michel, on a entendu vendredi soir par Bernard Friot une vision du salariat qui est tout autre chose, hein, qui n'est pas une dépendance par rapport à l'employeur. Bon, mais alors qu'il n'est pas la vision de Marx. Oui, mais Marx, il a écrit en 1870 environ, dans le tome 3 du Capital. Marx n'est pas une Bible, Marx est une source d'inspiration. On n'est pas attaché à chacun de ses mots, à chacune de ses expressions. Marx nous invite à penser le présent, et il ne dit pas je détiens la vérité définitive, et personne, Marx ne dit jamais cela. Donc le point de Marx, c'est précisément c'est la maîtrise par un collectif des travailleurs sur le processus de production. Et cette dimension d'autodétermination des salariés entre eux, qui vont définir
la façon dont ils répartissent entre le produit de la production collective, Bernard Friot lui donne le nom de salaire. On pourrait l'appeler autrement, d'accord, mais on peut tout à fait considérer que c'est une définition conventionnelle, celle qui existe à l'époque de Marx, qui définit effectivement le rapport employeur-employé dans le cadre capitaliste. Et dans ce cadre-là, ce que vous dites est parfaitement exact. Là, le seul point, c'est cette définition du salariat, elle peut être revisitée, reconstruite, reconfigurée, et ça c'est le point. Mais il y a quelqu'un qui veut intervenir, donc on va laisser d'abord cette personne intervenir, et puis on va vous répondre après. Mais on va laisser parler monsieur quand même. Je suis désolé d'interrompre l'échange par rapport à la définition du salariat. Bon, vu qu'on y est, je peux dire juste un tout petit mot pour appuyer l'invitation à reconsidérer la définition du salariat, puisqu'effectivement la relation entre employeur et employé aujourd'hui n'est plus tout à fait la même s'il y a des fondements qui restent. Il y a tout de même des éléments qui sont sensiblement différents aujourd'hui qu'à l'époque où Marx a écrit. Donc, oui, dans le sens où les formes de salariat sont aussi différentes, dans le sens où on a une dégradation sensible dans toute une partie des gens qui sont salariés ou qui le sont même des fois pas, qui ne reçoivent des fois même, qui sont les working poor, toutes les formes de travail précarisées qu'on rencontre aujourd'hui demandent peut-être aussi des réponses un tout petit peu plus évolutives et pointues que strictement si on reste collé à la définition, comme disait monsieur, avec une appréhension comme une Bible de ce qu'a écrit Marx. Mais effectivement, et ça ne comprend pas en plus les autres formes de salaire qui sont le salaire socialisé, tout ce qu'on reçoit, c'est-à-dire les conditions de retraite, les conditions tout au long qui nous permettent de vivre tout au long de la vie d'un individu, même au début. On peut partir les conditions des étudiants, etc. Parce que là aussi, il y a toute une série il y a tout un pan de personnes qui sont précarisées. Je voulais juste revenir sur ce qui a été un peu évoqué légèrement, dans le sens qui peut répondre en fait à cette difficulté, à ce constat qui est que on perd la masse, pour aller vite. C'est-à-dire on perd, il y a de moins en moins de gens syndiqués, il y a de moins en moins de gens qui sont engagés, enfin encore que, mais parlons pour la Suisse en tout cas, c'est vrai qu'on voit qu'il y a le niveau de lutte est très très faible, et peut-être que ça répondra aussi à cette préoccupation de quelle place prend aujourd'hui la signification de politique. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes en Suisse, même je pense dans une partie des jeunes, sont déconnectés des moyens pour comprendre ce qu'est le politique. C'est-à-dire, le politique, dans la tête de beaucoup de gens, politique égale institution politique, c'est-à-dire politique politicienne. Ça, on le voit très bien. Un constat très simple, c'est la participation de vote. Alors, je ne rentre pas dans la question
du vote ou pas vote, hein, mais ce fait qui est la participation très très basse, très très faible en Suisse depuis déjà plusieurs années, en tout cas de mon existence, c'est ce que j'ai vu, voilà, depuis à peu près 30 ans, un peu plus que 30 ans, il y a une très faible participation à la vie politique au sens institutionnel du terme. Ce qui montre bien que notre nécessité d'investir dans des canaux de contact pour toucher à nouveau un peu plus de personnes et pour répondre au constat de perte du nombre, ces canaux passent par un autre espace. Il faut qu'on en trouve d'autres espaces et de pair d'autres manières de communiquer aussi. Et ça, peut-être, ça rejoint effectivement cette question de chercher, se défaire d'une part de cet héritage un peu pesant par rapport aux marques politiques, au sens aux étiquettes politiques, parce que quand vous allez parler à des gens qui effectivement ont peut-être pas une conscience, qui n'ont pas une estimation très élevée de la question politique institutionnelle, si vous arrivez avec une étiquette, ce qui va se produire, c'est que ces personnes vont fuir. Donc il y a une nécessité d'entrer en contact avec d'autres moyens, et ça passe par d'autres moyens de communication, c'est-à-dire ce qu'on dit et à qui on le dit. Voilà, ça veut dire, quand je dis à qui on le dit, c'est peut-être aussi élargir les cercles, peut-être diversifier les espaces habituels sur lesquels on interagit. Souvent, on voit que on s'adresse aux mêmes personnes. Il est peut-être intéressant de se poser la question d'investir. Monsieur, je crois qu'on a quand même entendu votre message. Je propose, pour conclure, que ceux qui souhaitent à table réagissent et concluent sur le débat que nous avons eu et réagissent au cas où ils en éprouvent le besoin aux derniers propos qui ont été proposés dans la salle. Voilà. L'idée étant de finir autour de 4... L'idée étant de finir dans les 5-10 minutes. Voilà. Et je propose qu'on commence de droite à gauche dans l'autre sens, enfin de ma droite, c'est-à-dire votre gauche, dans l'autre sens que celui que nous avions eu au premier tour. C'est-à-dire pas moi. Bon, on a 50 secondes, donc. Il n'y a pas de conclusion à ce débat. Il est riche, il faut le poursuivre, il faut les cadres pour le poursuivre. C'est ça la question. Alors Aristide, tout à l'heure, disait, mais on ne peut pas appliquer les recettes de construire des partis cominternien, etc. Moi, je vais essayer. En effet, ça marche pas, il y a des limites. Mais quand même, je pense qu'on doit se poser, moi, ce que je regrette, disons, ce qui me manque dans cette discussion, c'est celle-là, y compris dans ce que vous venez de dire sur pas d'étiquette et puis d'autres. Mais la question, c'est qui s'adresse? Vous dites qu'il faut s'adresser à, mais qui il faut une étiquette, il faut être transparent, il faut dire qui est honnête, et il faut construire des collectifs politiques qui aient des structures démocratiques et qui soient capables, y compris de faire des expériences, y compris de se tromper, y compris et ça, c'est quelque chose à quoi je suis attaché. Et qui n'a pas été très débattu dans ce débat. Voilà. Michel Duconin? Oui, je vais être très bref, mais c'est simplement cette histoire de salariat. Le mot salariat, il vient du mot salaire. Salaire veut dire une somme d'argent qui est utilisée et donnée pour utiliser une force de travail. Cela veut dire que la force de travail est une marchandise. Et à partir de là, je pense que la réalité de ce qu'est le travail, de ce que vivent les travailleurs, et c'était ça je trouve que Marx est quand même très intéressant dans son analyse, c'est la cause et la source d'une aliénation, d'un manque de liberté des travailleurs salariés. Pardon? Je dis Anne-Catherine Menefret.
Non, là, je ne vous relance pas. Je fais circuler la parole. Alors moi j'ai le sentiment que sur la question du politique, le politique et pas la politique, on n'est pas forcément d'accord. Le politique versus lutte ouvrière, lutte, grève, etc. Et ça reste pour moi une question, de même d'ailleurs que la question d'idéologie. Et à propos d'idéologie, je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment défini quelle société on veut construire et quel monde on veut. Peut-être ça la faiblesse de notre la difficulté de faire union. Aristide. Le politique lié aux luttes telles qu'on peut le proposer, c'est d'abord la construction de notre puissance et l'extension infinie de notre pouvoir d'agir. Voilà, donc c'est ça. Et ça s'appelle d'un mot assez simplet, en tout cas pour nos camarades d'Amérique latine, c'est le pouvoir populaire. Je propose qu'on réfléchisse ça. Et puis, la deuxième question, c'est faisons monter et multiplions les causes communes, c'est-à-dire les occasions d'être ensemble, y compris dans une logique de partage et de solidarité. Et je pensais par exemple qu'il faudra tous nous mettre au service de la grève des femmes, mais vraiment, et puis les femmes dirigent, puis nous on fait ce qu'elles nous disent, c'est-à-dire il faudra le faire monter avec une puissance qui fasse bouger ce pays. Et puis j'avais une autre toute petite proposition qui est limitée, mais qui est, par exemple, on sait que les camarades du bâtiment vont peut-être devoir livrer une bataille décisive pour le maintien de la retraite à 60 ans, parce que les patrons, dans l'arrogance qu'on leur connaît, sont prêts à briser ça. Et bien, quand ceux et celles, puisque maintenant il y en a, hein, je veux dire, j'en ai eu des filles dans mes classes qui allaient dans le bâtiment, quand celles et ceux du bâtiment bougeront pour gagner cette bataille, il faut qu'on soit tous concrètement derrière eux, en nourrissant les fonds de grève, en descendant dans la rue avec eux, en renforçant les piquets, en faisant tout ce qu'il faut. Ça, cause commune, c'est cause communiste. Audrey ? Moi j'arriverai un peu sur la même conclusion. Je pense qu'on pourrait continuer ce débat longtemps, mais ce qu'on doit faire maintenant surtout c'est arriver à des luttes. Monsieur le disait, les jeunes aujourd'hui identifient la politique comme les partis politiques, les institutions politiques. Et ça c'est quelque part faux d'avoir des luttes. On regarde aujourd'hui avec nostalgie, mai 68, je dis nostalgie pour ma jeunesse parce que vous l'avez peut-être connu. Et on doit, quitte à se planter, voilà, quitte à faire des tentatives, mais on doit maintenant réussir à relancer des mouvements. L'altermondialisme a été un des mouvements, mais aujourd'hui c'est un peu essoufflé. Je vous invite toutes et tous, et effectivement les hommes aussi, à participer à la grève des femmes. Faut pas toujours se dire que la non-mixité, c'est de laisser les femmes faire le boulot, parce que de toute façon ça ne nous concerne pas. Je pense qu'effectivement les hommes ont leur rôle à jouer dans cette question, et j'espère qu'on sera nombreux. Bien, Eh bien, il me reste à vous remercier énormément pour votre participation, votre contribution, et le don de votre intelligence et de votre engagement dans les choses dans le cadre de cette tablée. Et remercier aussi tout le public qui nous a suivis au cours de ces 3 jours qui ont été très très animés, très riches, et qui nous ont fait nous rencontrer un petit peu plus, du moins je l'espère, et peut-être même nous parler, ce qui est encore plus difficile. Voilà, encore tous mes remerciements à tout le monde, et puis aux prochaines minutes.